Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau. Au sommaire de ce nouveau numéro, un symposium international et interreligieux sur la paix qui se tient en ce moment au Bénin. Un retour sur la figure de Geneviève de Gaulle-Anthonioz, entrée hier au Panthéon avec 3 autres résistants. Et puis un reportage à Lille à la rencontre d'une association qui œuvre pour l'éducation et l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de quartier. Vous retrouvez ensuite Cyril Le Peigneux et ses 2 invités pour nous parler, Cyril, de panthéonisation. Oui, avec nos 2 invités venus de Pèlerins et de Réforme, nous nous interrogeons sur ce besoin de panthéoniser les hommes. Éduquer à la paix par le dialogue interreligieux et interculturel, c'est donc l'objectif du symposium international qui s'est ouvert mardi à Cotonou, au Bénin, avec des représentants chrétiens, musulmans, juifs ou de religions traditionnelles africaines. Ce projet est mené depuis 1 an par le professeur Albert Tevoe Djere du Centre panafricain de prospective sociale. Il est parti du constat que dans les guerres actuelles, les religions étaient manipulées ou du moins utilisées. Lorsque les adeptes des religions, ensemble, conçoivent, planifient et gèrent, n'est-ce pas, un projet qui permet de prendre en charge un souci social commun, ils ne se battent pas. Ils tentent de réussir ensemble. Ils vivent ensemble. Si on les laisse dans la dérive, dans le chômage, dans le non-rêve, n'est-ce pas, eh bien, il n'y a pas moyen d'avoir une sécurité d'avenir. Encore une fois, vous êtes obligé en ce moment-là d'avoir un soldat derrière chaque citoyen. Ce n'est pas possible. Il faut leur apprendre à vivre ensemble. Et bien, en faisant quoi? En se souciant ensemble du bien commun, du bien-être commun, de la santé de tous. De paix multipliée pour tous. Et je vous invite à découvrir jeudi prochain à 22h40 un reportage consacré à ce symposium. En Europe, la Pologne a annoncé qu'elle accueillerait 60 familles de chrétiens de Syrie, une belle initiative qui intervient dans un climat tendu en Europe sur la question des migrants. Hier, la Commission européenne a présenté son plan sur la répartition des demandeurs d'asile selon les pays, afin de soulager l'Italie et la Grèce grâce à une politique de relocalisation des demandeurs. Plusieurs États de l'Union européenne contestent le principe de répartition obligatoire. Direction la Chine maintenant, le Parti communiste a averti qu'il punirait tout membre qui entretiendrait des croyances religieuses. Selon certaines sources, le parti serait inquiet de la montée en puissance du religieux dans ses rangs. Alors que les citoyens chinois bénéficient de la liberté de religion, il n'en est pas de même pour les membres du parti, qui sont censés être des combattants de la lutte pour une conscience communiste. A regretté également l'arrestation d'un évêque et d'un prêtre clandestin dans la province chinoise du Hebei. Retour en France, la résistance célébrée hier par La République. Germaine Tillon, Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Jean Zay sont entrés au Panthéon. La cérémonie avait lieu en présence du président François Hollande, qui voulait ainsi honorer l'esprit de la résistance à l'occupant allemand durant la Seconde Guerre mondiale. Parmi les 4, donc, Geneviève de Gaulle, elle fut membre de l'un des premiers réseaux de résistance parisiens, mais elle est surtout connue pour son engagement dans la lutte contre la pauvreté. C'est au cours de la visite d'un bidonville édifié par les compagnons d'Emmaüs qu'elle décide d'aider les plus démunis avec le père Joseph Resinski, qui vient de créer le mouvement Aide à toute détresse qui deviendra ATD Quart Monde. Elle en est la présidente pendant 34 ans. Cette force qu'elle avait avec le mot fraternité, qu'elle employait souvent, reprenant les mots de Malraux, de face à l'horreur absolue, il y a la fraternité. C'est le seul remède parce que c'est toujours elle qui gagne. Moi, je mêlerais aussi l'autre mot qui est l'honneur. Et elle a toujours lié cette histoire de fraternité avec l'honneur et le fait qu'il fallait se battre pour que l'honneur de toutes les personnes soit respecté, donc la dignité des personnes soit respectée. Et toujours les honneurs qu'elle récupérait pour elle-même, parce que c'est une femme à qui on déroulait partout le tapis rouge, elle l'a toujours renvoyé sur ceux qui n'étaient pas considérés, toujours, à commencer par le père Joseph, qui lui était un homme de la misère d'origine et qui n'avait pas du tout la possibilité qu'il aurait eue sans elle pour se faire entendre des gouvernants, des décideurs à tous les niveaux de la société. On ouvre une page sociale maintenant. Action catholique, ouvrière, jeunesse ouvrière chrétienne et
D'autres encore, près d'1 millier de personnes se sont retrouvées à Lourdes lors du week-end de Pentecôte pour la rencontre nationale de la mission ouvrière, sous la conduite de Monseigneur Stinger, l'évêque de Troyes. Au terme de ce rassemblement, un message final a été publié à l'intention des représentants de l'Église en monde ouvrier et dans les quartiers populaires, avec cet appel: aller à la rencontre de ceux et celles que nous croisons quotidiennement à l'école, au travail, dans les fêtes comme dans les galères. Focus maintenant sur le Val d'Occo, une association fondée par le père Jean-Marie Petitclerc qui a vu le jour à Argenteuil en 1995. Elle œuvre pour l'éducation et l'insertion sociale et professionnelle des jeunes des quartiers défavorisés. Récemment, le Val d'Occo s'est aussi implanté dans le Grand Lyon et à Nice. Maintenant, c'est au tour de Lille. Reportage. Aujourd'hui, c'est atelier peinture pour ces 6 adolescents et sœur Amélie. Donc on va mettre de la peinture là-dedans. Le genre de chantier qu'organise régulièrement le Val d'Occo de Lille Sud avec des jeunes du quartier. Ici, ils paient une partie de leur prochain camp de vacances. Ça nous fait apprendre des choses et puis on paye moins cher le camp, donc c'est bon. C'est bien comme ça, en même temps on participe tous à la même chose pour qu'on arrive tous au même but. Ça les responsabilise. C'est aussi un moyen où moi en tant qu'éducatrice je peux essayer de passer du temps avec eux. On discute de l'école, on discute de la famille. L'association Val d'Occo a choisi de se placer récemment dans ce quartier de Lille Sud. Mais les actions assurées par les sœurs, elles, ne sont pas récentes. Animation, accompagnement individuel ou encore aide aux devoirs. Marqué par les caractéristiques d'un quartier populaire, sensible et mosaïque, l'un des défis aura été d'acquérir la confiance des habitants. Il n'y a pas une idée de dire on vient sur un quartier, on a la connaissance, on sait ce qui est bien et on arrive sur un quartier, on s'installe et puis on va vous dire nous comment il faut faire pour éduquer vos enfants. Moi par exemple l'aide aux devoirs c'est ouverte par la rencontre avec des jeunes qui ont dit mais est-ce que tu peux m'aider ? Je ne l'ai pas fait parce que je le voulais, je l'ai fait parce que des jeunes ont demandé de l'aide. Mais je crois qu'il y a la confiance aussi parce qu'il y a du respect. Chacun peut venir avec ce qu'il est, avec sa religion, avec sa différence. Et du coup, ça, les familles le sentent. L'association, qui accueillait à ses débuts une vingtaine d'enfants, reçoit aujourd'hui presque une centaine de jeunes. Bioéthique maintenant. Hier, au Sénat, la Commission des affaires sociales a retouché le texte de loi sur la fin de vie adopté en mars à l'Assemblée nationale. Le texte vise à éviter les risques d'une dérive vers le suicide assisté. Il ne stipule plus notamment que la nutrition et l'hydratation artificielle constituent un traitement. Satisfaction évidemment du côté du mouvement Soulager mais pas tuer, qui attend néanmoins toujours des dispositions concrètes pour rendre les soins palliatifs plus accessibles. La proposition de loi sera débattue au Palais du Luxembourg le 16 juin prochain. Voilà, avant de passer à la revue de presse du jeudi, je vous invite à ne pas manquer dimanche la messe de béatification du père Louis-Édouard Sestac. La célébration diffusée en direct sur KTO depuis Bayonne à 15h50 sera présidée par le cardinal Angelo Amato, le préfet de la Congrégation pour les causes des saints. Juste avant, vous retrouverez l'émission La vie des diocèses avec comme invité Monseigneur Hayet, évêque de Bayonne à 15h15. Découvrons maintenant les titres de la presse chrétienne. Réforme nous parle de la loi sur la transition énergétique, jugée positive mais sans ambition par certains experts. L'hebdo protestant présente aussi la mobilisation des églises en vue du sommet sur le climat. À l'approche de la publication de l'encyclique du pape François sur l'écologie, Famille chrétienne pose cette question: peut-on sauver la nature sans l'homme ? Avec un débat Tugdual d'Erville d'écologie humaine, Nicolas Hulot. C'est à la mort de la peine de mort que l'AVI consacre son dossier. Avec 99 pays abolitionnistes, la peine capitale semble en perte de vitesse. Mais derrière le constat global, les réalités diffèrent selon les régimes. Le bonheur est dans le jardin, soutient cette semaine Pèlerin. Le magazine est allé à la rencontre des Français qui cultivent leur jardin ou leur terrasse pour savoir pourquoi la nature leur fait tant de bien. Voilà, je vous propose de regarder maintenant la chronique du père Devers. Le fondateur d'Habitat et Humanisme nous donne sa définition de la Pentecôte. Pentecôte. Est-ce un jour ou bien est-ce une traversée pour tous les jours ? En tout cas, les Actes des Apôtres nous disent que cette Pentecôte est un jour qui fit grand bruit. Non pas ce bruit grégaire, non pas ce bruit qui enferme, qui referme, mais finalement ce craquement,
Pentecôte, c'est le temps des ruptures. De ces ruptures à partir desquelles, finalement, va s'ouvrir des espaces de communion. Et peut-être bien que nous avons les uns les autres, pour vivre cette Pentecôte, à voir les ruptures que nous avons à opérer. Un jour qui fit grand bruit. Ce jour, c'est ce jour à partir duquel, finalement, il y a un étonnement, un émerveillement des hommes et des femmes qui sont marqués par la différence sociale, culturelle, et qui se disent « mais finalement, on est en capacité de pouvoir s'entendre et par là même de se comprendre ». La Pentecôte, ce jour qui fit grand bruit, c'est l'éloge du vivre ensemble. C'est aussi une invitation pour chacun, pour que ce jour fasse grand bruit ici, aujourd'hui, dans notre vie, dans notre ville, dans nos villes, de voir comment nous pouvons être des acteurs de ce vivre ensemble, tenter de privilégier ce qui rassemble et de jeter à la rivière ce qui nous divise. Souvenons-nous de ce mot de Bernanos. J'ai entendu le craquement de l'âme. Et nous, qu'est-ce que nous faisons craquer pour parvenir à plus de fraternité ? Merci beaucoup, Père, et à très bientôt. C'est l'heure maintenant du dossier. Je vous retrouve mardi. Très bonne soirée à tous. Alors vous l'avez vu partout, 4 nouvelles personnes sont donc entrées au Panthéon. 2 femmes et 2 hommes qui ont incarné les valeurs de la France quand elle était à terre, comme l'a précisé le président Hollande. Pour réagir à cet événement qui se veut historique, je suis heureux d'accueillir sur ce plateau Nathalie Lénart. Vous êtes rédactrice en chef à Réforme. Bonsoir, bienvenue. Et Benoît Fidelin, vous êtes rédacteur en chef à Pèlerin. Bienvenue. Bonsoir. Alors vous avez regardé intégralement, j'imagine, hier la cérémonie. Brièvement, un mot ? Moi, je l'ai trouvée belle. Parce que je pense que des moments comme ça sont indispensables pour notre société. Je l'ai trouvé assez simple et j'ai plutôt aimé ce qu'a dit notre président de la République. On pourra y revenir après. Benoît, un mot ? Oui, c'est sans surprise, cette grande cérémonie républicaine. Oui, ce que j'ai apprécié, c'est ces mots quand même où on disait que finalement, un besoin d'unité nationale et qu'elle avait été créée autour de la résistance, qu'elle avait rassemblé des royalistes, des radicaux, des gens de toute tendance. Je trouvais que cette union nationale était bien. Et puis, je trouve que naturellement, appelé à se recueillir auprès de personnes qui incarnent des valeurs de savoir, d'engagement et de sacrifice pour le bien commun, quelles que soient les idées qui sont derrière, la grandiloquence, c'est toujours utile. Alors, en termes d'image, puisqu'on l'a surtout vu à la télévision, il n'y a pas grand monde qui a pu être présent sur place, on voit des cercueils devant une ex-église, on écoute le Panis Angelicus de cet hymne, l'Eucharistie mis en musique par César Franck. Est-ce que vous ne trouvez pas que tout ça avait un peu un faux air de canonisation laïque ? Moi, je ne dirais pas que c'est un faux air, c'est la même démarche où on singularise des hommes et des femmes qui ont eu des vies exemplaires, des vies héroïques, des vies qui nous dépassent. Et pourquoi ? Et donc, on les célèbre, on les honore. Donc, évidemment, les mécanismes et les symboles sont un peu les mêmes, forcément. Comme vous le dites, le Panthéon a été une église, puis plus une église, puis à nouveau une église. C'est un monument qui a eu une histoire très riche. Et oui, bien sûr, on peut se dire qu'on n'est pas si loin. Et tout ça est bien. Oui, je crois que c'est la République, elle a besoin on appelle ça des saints laïcs, elle a besoin de figures emblématiques, quoi. Toute une nation, quand on a une identité commune, on a besoin aussi de figures, aussi, on peut s'interroger, on a quand même besoin d'admirer des gens. Pourquoi ? Pour qu'ils nous élèvent derrière eux, au-dessus de notre condition. Je trouve que c'est ça qui est assez prégnant, voyez-vous, dans ces histoires. C'est pas étonnant parce qu'on est dans une société qui se veut quand même un petit peu égalitariste. Mais on recherche quand même des héros, on est dans une société plutôt sécularisée, on reprend un peu les codes du religieux. Ça vous surprend pas ces paradoxes ? Non, moi ça me surprend pas énormément, dans la mesure où quand même on a besoin d'une société très fragmentée, de plus en plus difficile, où les gens ont du mal à se supporter. Il y a un besoin fou
important, plus que jamais, d'union nationale. Ça, c'est important. Puis on a besoin aussi de se rappeler que les personnes, ces personnes-là, c'est pas des héros, pas des gens qui ont fait un jour un geste. C'est des gens qui ont travaillé sur la durée avec une négation extraordinaire. Hein, et c'est ça qui est fabuleux. Ces gens qui ont eu des engagements vraiment sur une très très longue durée. Et je crois que cette fidélité-là, c'est quelque chose qu'il faut rappeler autant de l'immédiateté, de l'éphémère. Alors Nathalie, on vous voit hocher de la tête. Oui, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord sur l'idée que ce ne sont pas des héros. Pour moi, en effet, bien sûr, ce sont des gens ordinaires, mais qui se sont comportés à un moment donné de façon héroïque. Et en regardant cette cérémonie hier, qui était, comme vous le disiez, une cérémonie laïque, je ne pouvais ne pas m'empêcher de penser à l'Évangile, que votre oui soit oui. Ces gens qui ont dit non au fatalisme, non au nazisme, non à tout ce qui se passait à l'époque, et qui sont allés au bout de leurs convictions, qui ont... et je pense que oui, d'une certaine façon, ce sont des héros qui, après, en effet, comme le disait Benoît, ont continué toute leur vie, enfin, pas tous, puisqu'il y en a qui sont morts, mais à porter les valeurs qu'ils avaient défendues, en effet. Il nous montre aussi que parfois, on ne naît pas un grand homme ou une grande femme. C'est les circonstances qui vous amènent, et qu'au sein de même ces personnes de grande envergure, il y a de l'ordinaire et de l'extraordinaire qui se côtoient, mais ils se démarquent parce que dans une circonstance particulière de leur vie, ils ont décidé d'écouter quelque chose qui était plus fort qu'eux. Et quand je reviens à Geneviève de Gaulle-Antonios, elle a écouté aussi sa foi, quoi. Bien sûr. La sélection des personnes qui rentrent au Panthéon, ça vous va? Vous avez un mot à dire dessus? Ça vous paraît bien choisi? Ça se fait de manière claire? Il y avait un historien qui disait « Dis-moi qui tu panthéonises, je te dirai quel chef d'État tu rêves d'être. » Voilà, parce qu'il y a toujours un acte politique, cette fois-ci un peu moins, c'est un acte d'union nationale. N'oublions jamais qu'en 2011, Nicolas Sarkozy, c'est clair, il a panthéonisé Aimé Césaire pour faire oublier son discours de Dakar. Et puis François Mitterrand, quand il a fait entrer Marie Curie, il s'est empressé dans son discours de dire qu'il avait été le premier président de la République à nommer une femme Premier ministre. Voilà. Oui, et puis là, on a quand même célébré la libération des camps, on a commémoré beaucoup d'événements autour de la Seconde Guerre mondiale. Donc c'était, je trouve, moi, important de faire rentrer ces résistants et surtout de faire rentrer 2 femmes. Comme vous le savez, il y avait peu de femmes, il y en avait 2 et elles sont passées à 4. C'était important de dire, de saluer aussi à travers ces 2 femmes-là toutes les femmes de la résistance, et Dieu sait si elles ont été nombreuses, qui petit à petit, dans l'anonymat, ont mené le combat. Et je pense après toutes les polémiques autour de, tous les débats autour de qu'est-ce que c'est que la politique de Hollande là derrière, moi ça me paraît une fois de plus rabaisser des événements nationaux qui sont importants pour nous. Alors juste avant de revenir sur le discours de François Hollande, cette histoire de parité, pour vous c'est pas juste un artifice? Ah non, enfin je ne sais pas ce que vous voulez dire, mais c'est pas un artifice dans le sens où... juste pour faire à la mode, on met 2 hommes, 2 femmes et... Non, on va dans le sens de l'histoire, et tant mieux. Moi je pense que c'est aussi, il y a un geste très politique dans la mesure où, à travers l'honneur, le fait d'honorer ces personnes, on réunit la nation autour d'un récit national. Et d'un récit national où le président entend avoir toute sa place. Et je pense que tous les présidents l'ont fait. Alors moi, je ne veux pas m'extirper de cette grandeur-là pour faire de la basse politique, mais il y a quand même des gens à l'Élysée où s'en apercevoir, c'est que moins on agit, moins on fait de réformes, moins on a un bon bilan, plus on verse dans le symbole et dans la commémoration. Il n'y a jamais eu autant de commémorations pratiquement. Souvenez-vous, l'année dernière, c'était très important, le centenaire de la Grande Guerre, mais il y avait des commémorations tout le temps. Moi, je ne peux pas m'empêcher, voyez-vous, c'est peut-être au ras du sol, même si je viens de dire là que c'était des moments importants. Quand on parle de la jeunesse, aujourd'hui, vous avez près de 2 millions de jeunes qui sont ni dans l'emploi, ni dans la formation professionnelle, ni dans l'éducation en France, qu'on appelle les NEET. Les NEET, Not in Employment, Education and Training en anglais, c'était terrible. Et sur le courage en politique, sincèrement, on aimerait bien que ça soit quelque chose qui soit un peu plus incarné. Voilà. Et donc moi, je vois toujours, parce que je suis journaliste, je vois toujours un peu le décalage entre ces grandes cérémonies et la réalité.
Moi, je ne suis pas d'accord dans le sens où je pense que c'est indispensable, au contraire, qu'il y ait ce genre de moments exceptionnels. Bien sûr qu'il y a de la politique derrière, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'était que c'était des jeunes venus de collèges, de lycées qui portaient le nom de ces 4 résistants. C'était la France de toutes les couleurs. Je ne sais pas, c'était impressionnant de voir la différence entre ces jeunes lycéens, collégiens, et de voir le public, des personnalités. On voyait bien que ce n'étaient pas les mêmes couleurs, et ça, c'était très intéressant. C'est ça la France aujourd'hui. Et puis, je pense qu'il faut arrêter de renvoyer toujours la balle aux politiques. Moi, ce qui m'a intéressé dans ce discours hier, c'était de dire, mais moi, à la place où je suis, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aurais fait à l'époque? De quoi j'aurais été capable, et surtout aujourd'hui, au moment où l'antisémitisme revient, au moment où il y a des choses terribles qui se passent dans notre pays, dans notre monde, qu'est-ce que je suis capable de faire, moi? Quelle réponse je peux donner? Est-ce que je suis capable de me lever? Et je trouve qu'il faut arrêter sans arrêt de renvoyer aux politiques leurs responsabilités et dire aussi, on est tous concernés, on est tous dans le même bateau, on est tous dans le même pays. Est-ce que dans ce discours aussi, vous avez... Mais moi, j'ai envie de leur envoyer leurs responsabilités, moi, aux hommes politiques. Non pas que je considère tout ce qu'ils font, mais d'envoyer aussi leurs responsabilités. Alors, c'est vrai que c'est très bien de faire une union nationale autour de figures comme ça, notamment celle de Germaine Tillon, qui est des gens qui dans la durée, pour le respect de l'homme, quelles que soient les circonstances, pour la concorde, pour la justice. Mais je pense que le côté grandiloquent, parfois, montre des gens qui... Comment ? Écran de fumée Non, c'est pas un écran de fumée, parce qu'il y a eu des choses qui sont passées. L'attention ailleurs. Ils vont un petit peu. Non, je pense pas que ce soit vraiment ça. Je pense que ce soit quelque chose qui, comment dire, est important dans notre République. Comme je dis, on a besoin d'admirer des gens. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher, quand je vois la réalité du travail, de faire un parallèle entre ce que disent les gens et ce qu'ils font. Et dans le discours, il n'y a pas quelque chose qui vous a particulièrement touché ou... Si, je vous l'ai dit, ce qui m'a vraiment touché, c'est quand il a parlé de cette résistance, parce que ces 4 personnes étaient elles-mêmes très très différentes. L'esprit de résistance. Qui se sont connues, l'esprit de résistance qui était vrai aujourd'hui, et qu'il conviait des gens de toutes conditions, de toutes opinions politiques. Alors, vous l'avez entendu aujourd'hui comme esprit de résistance contre qui, contre quoi ? Oui, une résistance, c'était beaucoup. Alors, après les événements qu'on a connus au mois de janvier, c'était finalement contre la haine, contre le rejet de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui était quand même très très important. Et puis aussi un appel à s'engager sur la durée. Moi, ce que j'ai retenu, qui m'a beaucoup touchée, c'était l'idée de lutter contre l'indifférence. Il a dit l'indifférence, notre ennemi contemporain, cet ennemi contemporain. Et comme je pense que notre société est en train de crever de ça, moi, je trouvais que c'était intéressant. Et je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement grandiloquent. Il y a eu d'autres cérémonies de ce type-là qui l'étaient bien davantage, à mon avis. La présence des jeunes, c'était finalement, moi j'ai trouvé que c'était assez simple comme mise en scène, etc. C'était pas, je n'ai pas trouvé ça, et j'ai trouvé que le fait d'avoir mis l'accent sur la jeunesse, c'était une bonne chose. Alors justement, on parle de la jeunesse, ça fait donc plus d'un an que, j'ai envie de dire, on se prend des commémorations, des cérémonies mémorielles comme on dit, et en plus celle-là, est-ce que vous pensez que ça a un impact réel sur cette jeunesse ? Les cérémonies elles-mêmes, j'en sais trop rien. Mais ce qu'il racontait hier qui était intéressant, c'est que ces jeunes, ils avaient travaillé, ça fait 1 an qu'ils travaillent sur ces figures, ces résistants, sur l'histoire. C'est pas juste, on leur a pas fait porter un... Est-ce que ça porte... c'est le boulot des profs, beaucoup, quand même, je crois. Parce que c'est vivant, ça leur montre ce que c'était. C'est une histoire, c'est pas juste dans des livres. Est-ce que ça porte? Je l'espère. Oui. Là, il y a une anecdote, on a consacré un papier, une enquête à Pellins, qu'est-ce qui fait des grands hommes ou des grandes femmes. Il y a un historien qui nous a répondu, qui nous a dit, moi, vous savez, j'emmène régulièrement mes élèves au Panthéon, et il y en a beaucoup qui lui demandent pourquoi Zidane n'entre pas au Panthéon. Pourquoi? Alors il leur dit, mais pourquoi vous parlez de Zidane? Il y en a beaucoup qui ont compris un peu ce que c'était, enfin, entre guillemets, un peu le Panthéon, parce qu'ils disent, cet homme, il a été... le symbole d'une communion nationale à un moment. Bon, alors, il y en a d'autres qui disent oui, mais il ne pourra pas rentrer parce qu'il a donné un coup de tête. Voilà. Donc, montrer un peu toute la difficulté. Mais au moins, ils ont compris qu'il y avait quelqu'un qui incarnait une union nationale à un moment, et un héros à eux, et qu'il pouvait entrer au Panthéon. Moi, je pense que l'important, comme l'a dit Nathalie, c'est que des gens ont travaillé autour de ces figures-là pendant longtemps, et ont découvert ainsi la force, qu'ils avaient une force pour admirer des gens qui étaient capables d'abnégation comme ça.
Écoutez, merci à tous les deux d'être venus nous parler de cette panthéonisation. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pouvez évidemment revoir ce programme sur ktotv.com. Et puis avec toute l'équipe, on vous donne rendez-vous mardi prochain. Très bonne soirée à tous.